Plus que 2 mois à peine avant les élections européennes, Viktor Orban suscite toujours autant la controverse. Amélie Poinceau a enquêté sur le Premier ministre de la Hongrie. Elle est notre invitée. Bonsoir Amélie Poinceau. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste à Mediapart, site internet d'information basé en France. Vous publiez Dans la tête de Viktor Orban. C'est aux éditions Actes Sud. Alors le Fidesz, parti de Viktor Orban, qui est au pouvoir en Hongrie, a été sanctionné par le PPE, le Parti populaire européen, famille de droite européenne à laquelle il appartient. Ça s'est passé à Bruxelles, après beaucoup d'heures d'ailleurs de tractation. Est-ce que c'est un coup dur pour Viktor Orban, selon vous? Oui et non. En réalité, ce n'est pas vraiment une sanction, c'est une suspension. En fait, par cette suspension, le PPE n'a pas voulu prendre une décision unilatérale à 2 mois du scrutin, justement. Il a voulu, en fait, en quelque sorte, repousser la décision, puisque cela fait en réalité 2-3 ans déjà que des débats agitent le PPE sur faut-il ou pas exclure M. Orban. Et au final, il ne l'exclut pas, il le suspend. Donc c'est comme une demi-mesure. Et d'ailleurs, Viktor Orban en a plutôt bénéficié au retour en Hongrie. En tout cas, les médias pro-gouvernementaux à Budapest se sont plutôt félicités du jeu politique qu'a joué Orban à Bruxelles, sous-entendant que, en fait, il s'est tout à fait très bien défendu. Donc concrètement, le Fidesz va pouvoir présenter des candidats à ces européennes qui pourront être élus. La question, ce sera de savoir après s'ils sont réintégrés dans la famille de la droite européenne, le PPE. Tout à fait. En réalité, le Fidesz, comme les partenaires du Fidesz au sein du PPE, les Républicains, la CDU-CSU allemande, etc., tous ces partis de la droite européenne, en réalité, attendent le résultat des élections pour voir justement, pour voir si les voix du Fidesz vont leur être encore nécessaires au sein du groupe parlementaire. Donc tout va dépendre en fait du rapport de force qui va sortir des urnes à la fin du mois de mai prochain. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et son parti, ses alliés, tapent sur l'Europe, ses institutions, ses représentants. Qu'est-ce qui a fait déborder le vase cette fois-ci? Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, ce qui a fait déborder le vase, c'est la campagne diffamatoire vis-à-vis de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Et c'est à partir de ce moment où Viktor Orban s'est attaqué à la figure de Juncker, à travers notamment des affiches placardées dans Budapest et dans les principales villes hongroises, que certains partis, en tout cas de droite européens, se sont offusqués. Mais en réalité, ce n'est pas finalement ce qu'il y a de plus grave dans la trajectoire d'Orban, et on en reparlera sans doute, mais il y a eu énormément d'entorses à l'état de droit pratiquées par le Fidesz au pouvoir à Budapest. Il y a eu aussi l'opposition frontale de Viktor Orban à la politique d'accueil des réfugiés en Europe. Et au final, c'est l'attaque diffamatoire vis-à-vis de Juncker qui fait déborder le vase. Quelles sont ces réformes qu'il a prises et qui sont contraires aux valeurs et aux droits européens? La justice notamment? Oui, il y a eu toute une série de lois votées d'ailleurs très très rapidement en 2010-2011 lorsque Orban revient au pouvoir, puisqu'en fait il a déjà été au pouvoir à la fin des années 90, mais c'est en 2010, lorsqu'il revient, qu'il mène toute une série de réformes très très rapidement pour en fait cimenter en quelque sorte le pouvoir du Fidesz. Donc c'est une réforme de la justice, c'est des départs à la retraite forcés de juges, en tout cas un départ de magistrats indépendants, etc. Et puis c'est aussi la mainmise sur les médias, c'est aussi la constitution d'un groupe d'audiovisuel public qui est totalement au bottes du pouvoir et qui fait aujourd'hui en réalité de l'information de propagande. Et concernant les droits des femmes, quelles dispositions a-t-il prises? Alors les droits des femmes en tant que tels ne sont pas tant que ça attaqués. En revanche, ce qu'il développe, et surtout là depuis sa réélection au mois de juin dernier, il a mis en place en fait une politique familiale. C'est en fait plutôt une vision traditionnelle de la famille qui développe, avec des encouragements à ce que les femmes restent au foyer, s'occupent de leurs enfants, etc. C'est une politique nataliste. Par ailleurs, la Hongrie fait face à un vrai problème de natalité, et ça fait partie en fait quelque part des angoisses d'Orban, ou en tout cas des peurs qu'il instrumentalise auprès de la population. Alors soyons précis, à moins de 2 mois des élections européennes du 26 mai, les mots sont importants. On entend parler à propos de cet homme d'un conservateur, d'un populiste. Vous, d'entrée dans le livre, vous avez choisi tout simplement d'utiliser le mot qu'il utilise lui-même. Il assume, il revendique et dit ma politique est celle d'une démocratie illibérale. C'est quoi une démocratie illibérale à ses yeux? Tout à fait. C'est effectivement l'expression qu'il emploie en 2014 lorsqu'il déroule un petit peu sa doctrine politique à l'université d'été de son parti, le Fidesz. Et à ses yeux, donc, la démocratie illibérale, c'est le modèle d'une démocratie telle
qu'on l'a aujourd'hui dans l'Union européenne, mais avec effectivement des mesures qui peuvent être, alors ça il n'emploie pas ce mot-là, mais qui peuvent être de nature autoritaire. Mais on garde un vernis de démocratie. Ceci dit, il faut bien souligner que ce terme, cette expression de démocratie libérale, il ne l'emploie plus du tout aujourd'hui, justement, étant donné les réactions que l'usage de cette expression a aussitôt suscité, il ne l'a pas réutilisé. Et il a... Depuis le soir de la victoire de juin 2018 d'ailleurs, peut-être. Oui, ouais. déjà avant cela, en fait, et du coup, il a très vite switché vers l'expression démocratie chrétienne pour justement aussi se rapprocher de la famille de la droite européenne. ouest européenne. On aura presque envie d'ajouter en sous-titre à votre livre « De l'eau a coulé sous les ponts » parce que cet homme, il a été libéral lorsqu'il était étudiant. Tout à fait, libéral, anti-autoritariste, anticlérical. C'est un homme qui a complètement viré de bord au cours des années 90. C'était quelqu'un, alors à l'époque, on ne pouvait pas tellement, décrire le paysage politique hongrois comme un paysage de droite, un paysage de gauche, comme on peut qualifier aujourd'hui nos paysages politiques. Mais en tout cas, si on reprend un peu ce schéma-là, c'était quelqu'un qui était plutôt de gauche, en réalité. Contre l'Union soviétique, en tout cas pour le syndicat polonais Solidarność. Il se construit politiquement à la fin des années 80, lorsque la Hongrie est encore sous la tutelle de Moscou, et à ce moment-là, c'est un discours qui va le faire connaître du grand public en juin 89, alors que, donc, encore une fois, la Hongrie n'est pas indépendante. Il demande le départ des troupes soviétiques du pays. C'est un geste très fort, très audacieux, et qui va le faire connaître du grand public. Alors donc, cet homme va devenir au fil du temps un homme de droite, vous l'avez dit, plutôt illibéral comme on le dit aujourd'hui. Est-ce que c'est un phénomène propre à la Hongrie, tiens d'ailleurs? Non, c'est un phénomène que l'on observe aussi en Pologne. Alors en Pologne, c'est un petit peu plus récent. Ça date de l'arrivée au pouvoir du PiS, le parti Droit et Justice de Jarosław Kaczyński, qui est arrivé au pouvoir et qui lui aussi est revenu au pouvoir en fait après une première expérience. Donc lui, il est revenu au pouvoir en 2015 et il prend modèle sur Orban. Et il prend exactement le même type de mesures, s'attaquant à la justice, au tribunal constitutionnel, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu aussi une révision de la Constitution et du tribunal constitutionnel en Hongrie. Et les Polonais, en tout cas le parti Droit et Justice au pouvoir, fait la même chose. Et puis après, il y a d'autres dirigeants qui sont peut-être moins marqués politiquement, en tout cas, ils ne sont pas issus de ces partis de droite centre-européens, mais au final, ils sont très inspirés par ce que fait Orban et ils se sont complètement engouffrés dans sa brèche contre la politique européenne des réfugiés. Et là aussi, ça date de 2015. Là, il y a réellement un front commun qui s'est constitué autour de Viktor Orban. Alors, Viktor Orban met en avant dans la crise migratoire la souveraineté de son pays. Est-ce qu'il est xénophobe ? Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine qu'au fond de lui-même, Viktor Orban soit xénophobe. En revanche, c'est quelqu'un d'opportuniste et c'est ce que je raconte dans mon livre. Et c'est quelqu'un qui saisit très tôt ce qui se passe en 2015. D'ailleurs, avant même que ne démarre ce qu'on a appelé ensuite la crise des réfugiés, avec l'afflux de personnes originaires de Syrie, d'Irak, qui fuyaient leur pays en guerre, avant même que cela ne démarre, il y a une arrivée de réfugiés sans papier en Hongrie, en fait des Kosovars, qui arrivent à la frontière hongroise. Ça se passe en décembre 2014. En janvier 2015, c'est les premiers attentats à Paris. Orban participe à cette grande marche avec tous les dirigeants rassemblés autour de François Hollande. Et le soir même, devant les médias hongrois, il explique qu'en fait, ces attentats sont liés à la vague d'immigration en Europe. Et il continuera de tenir cette ligne toute l'année 2015. Alors, on n'aime pas prononcer le mot « petit pays ». Il n'y a pas de petit pays, mais tout de même, par sa population, 10 millions d'habitants, comment un tel dirigeant peut-il prendre autant de place et monopoliser le débat à l'échelle européenne, voire même au-delà ? C'est quelqu'un qui travaille énormément sa communication, qui est entouré d'une grosse équipe avec des gens qui, effectivement, ont un savoir-faire ou en tout cas ont construit leur savoir-faire sur les réseaux sociaux, dans leur communication. Et il y a eu un vrai changement là aussi qui date du précédent mandat où de plus en plus, ils ont traduit leur communication en anglais, parfois même en allemand, en russe et en français. Ils tweetent beaucoup ce dirigeant. Alors ça se fait beaucoup par Facebook et par des vidéos. Et il y a aussi quelqu'un autour d'Orban qui est très très efficace de ce point de vue-là, c'est Zoltán Kovács, qui est maintenant d'ailleurs son secrétaire d'État chargé des affaires internationales, et qui communique directement sans même passer par les médias. Il y a évidemment une communication via les médias pro-gouvernementaux, qui sont aujourd'hui ultra majoritaires en Hongrie, mais il y a aussi de la communication directe, et c'est ce que fait maintenant Viktor Orban, notamment après chaque sommet européen. Il ne donne plus de conférences de presse.
sauf à l'issue de la suspension du PPE, parce que là, ça avait pris une dimension particulière vis-à-vis d'Orban. Mais sinon, à l'issue des sommets européens, autrefois, il donnait des conférences de presse, il se confrontait avec les journalistes européens. Ce n'est plus du tout le cas. Il ne parle plus aux journalistes qui ne sont pas de son bord politique. Et il communique direct via des vidéos envoyées sur les réseaux sociaux. Alors vous rappelez dans votre livre qu'il a été proche et même ami de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Aujourd'hui, il est la coqueluche de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur et poids lourd du gouvernement. Jair Bolsonaro aussi, vous citez Vladimir Poutine. Quels sont ses rapports avec le président russe à Viktor Orban? Alors ils se sont rencontrés très tôt, alors que Viktor Orban était dans l'opposition. C'était en 2008-2009. Et à ce moment-là, déjà, un début de rapprochement se fait. Ce qui est assez paradoxal, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, Viktor Orban s'est fait connaître justement par son opposition à l'Union soviétique, et la population hongroise n'est pas du tout pro-russe. Il y a toujours cette crainte qu'on voit dans les pays d'Europe centrale, voilà, et les pays baltes, de voir la grande Russie. Ouais. Et donc c'est vrai que ce positionnement d'Orban a été assez intrigant, et c'est ensuite en 2014, donc lors de son deuxième mandat, qu'il signe un contrat très important avec la Russie, qui est un contrat d'exploitation de l'ancienne centrale nucléaire de fabrication soviétique qui se trouve en Hongrie. Donc on voit qu'il y a aussi des intérêts économiques derrière, et par ailleurs il y a un alignement idéologique évident, et on le voit notamment à travers les dernières lois qui ont été votées au mois de juin contre les ONG hongroises. C'est une loi qui semble calquée sur ce qu'a fait Vladimir Poutine en Russie, en interdisant certaines ONG et surtout en limitant le financement étranger des ONG en Russie. Ouais. Alors une dernière question, d'où peut venir l'alternative? Rappelons que Viktor Orban, quoi qu'on pense de lui, gagne les élections, 3e fois de suite en juin 2018, c'était il y a quelques mois. L'alternative, quelle est-elle en Hongrie? Alors elle a du mal à se construire. Effectivement, il faut savoir que Viktor Orban reste très populaire, mais reste populaire auprès des gens qui votent. Il y a quand même énormément de gens qui ne votent plus, qui sont justement totalement désabusés ou en manque d'offres politiques. Et face à lui, en fait, Orban a un épouvantail. C'est le leader socialiste qui est décrédibilisé depuis longtemps auprès de la population. Je le raconte dans l'ouvrage. Et du coup, ça bloque un petit peu les alliances possibles face à Orban. Merci beaucoup, Amélie Poinceau, d'avoir répondu à nos questions. À moins de 2 mois des élections européennes, dans la tête de Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, édition Actes Sud. Merci beaucoup.